Salutations pirates, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, Tesla à la barre. Aujourd'hui, un entretien téléphonique avec Bernard Lugan. Cet entretien donc fait écho à la tragédie ayant frappé l'armée française au Mali. Et donc nous essaierons de comprendre avec lui quelles sont les raisons de la présence de l'armée française au Sahel. Et il nous donnera également son point de vue pour savoir quels sont les moyens, quels seraient d'après lui les moyens de régler cette situation. Nous l'appelons tout de suite. Monsieur Lugan, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Méridien Zéro. Monsieur Lugan, vous êtes africaniste, historien, je le rappelle pour nos auditeurs, spécialiste de l'Afrique, mais également géographe. Vous êtes rédacteur en chef du magazine L'Afrique réelle, et vous tenez un blog, le blog officiel de Bernard Lugan, le blog de l'Afrique réelle, que évidemment vous pouvez consulter sur Internet. Alors, Monsieur Lugan, ce qui nous amène à vous inviter à parler avec vous, c'est tout simplement la tragédie qui a frappé l'armée française, puisque 13 militaires français, le 25 novembre dernier, sont décédés lors d'un accident impliquant 2 hélicoptères lors d'une mission dans le cadre de l'opération Barkhane. Alors, accident ou pas, on ne reviendra pas sur les contextes et sur les raisons précises de cet accident. Mais bon, voilà, ce qui nous intéresse, Monsieur Lugan, c'est de comprendre avec vous quelle est la présence militaire française au Mali et au Sahel. Présence militaire, je le rappelle, qui est effective depuis 2013, à la demande, ou en tout cas avec l'assentiment des autorités maliennes. Et aujourd'hui, la présence de l'armée française s'est élargie dans une zone plus grande, incluant notamment le Niger et le Tchad. Aujourd'hui, l'armée française, c'est 4500 soldats, épaulés par 13 000 casques bleus. Monsieur Lugan, vous écrivez dans votre blog notamment, et dans le magazine L'Afrique réelle, que la présence de l'armée française n'est pas pour des raisons économiques. D'après vous, elle n'effectue pas une guerre pour des intérêts économiques, mettant en brèche un petit peu les accusations de néocolonialisme. Pouvez-vous développer sur ce point ? Oui, là nous sommes en plein fantasme, n'est-ce pas ? Parce que entre les grands discours et la réalité, il y a un océan, un abîme. Non, pour être simple, les pays du Sahel représentent moins de 0,25% du commerce extérieur de la France. Donc, nous n'avons pas d'intérêts commerciaux avec le Sahel. Deuxièmement, le fantasme de l'uranium. Il y a 63 000 tonnes d'uranium qui sont produites dans le monde par an. Le Sahel en produit 1900 tonnes. Donc il est beaucoup plus intéressant pour la filière nucléaire française de se fournir en Ouzbékistan, en Ukraine, en Australie ou ailleurs, où ne se pose pas de problème de guerre et où ne se pose pas de problème de néocolonisation. En revanche, la France consacre des sommes considérables tous les ans à l'aide pour le développement pour le Sahel. Plus de 10 milliards d'euros en moyenne, dont 7 milliards de dons et 3 milliards de prêts. Nous savons très bien que ces prêts ne seront jamais remboursés. Pour donner un peu un ordre de grandeur à vos auditeurs, 10 milliards d'euros, c'est le prix de 3 porte-avions. Donc, voilà la réalité. Il y a les grands discours, il y a les passions, et puis il y a les chiffres. Donc, la France n'est pas là pour des intérêts économiques, la France est là pour des intérêts, l'on pourrait dire soit géostratégiques, soit sécuritaires, soit, on pourrait même dire amicaux, parce que nous avons une tradition amicale avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Si l'armée française partait, il est certain qu'aujourd'hui, l'ensemble de la bande sahélo-saharienne connaîtrait un chaos total. La raison de la présence française, c'est cela. Oui, parce le reste, c'est du fantasme. Parce que pour rappeler un petit peu les raisons pour lesquelles l'armée française officiellement est arrivée au Mali, donc c'est pour contrer l'avancée djihadiste qui faisait rage au Mali. Et donc voilà, c'est ce qui expliquait. À l'époque, c'était François Hollande, président, qui avait envoyé l'armée française.
Et l'armée française avec l'opération Serval, dans Tout un à premier fait. temps, qui a permis au Mali de récupérer ses villes du nord, qui étaient complètement occupées, et qui a permis de bloquer la descente de cette colonne djihadiste ou de groupe armé terroriste vers Bamako. Ensuite, la présence de Serval a permis de vider l'abcès des Ifora, qui était devenu une sorte d'émirat islamiste, califat islamiste. Donc l'armée française, avec l'armée tchadienne d'ailleurs, a réussi à nettoyer cette zone. Et aujourd'hui, le conflit a évolué. Alors, si vous voulez, pour bien voir la situation, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. En fait, nous sommes en présence, au Mali, Burkina Faso et dans la région des trois frontières avec le Niger, en présence de deux guerres différentes. Il n'y a pas une guerre du Sahel, il y a deux guerres. La première guerre est la guerre au nord, qui va être déclenchée par le tropisme touareg. C'est une guerre qui va éclater à partir de 2011-2012. C'est une guerre qui se fait dans la résurgence de conflits anciens qui durent depuis 1963 et qui trouvent leur origine dans la non-satisfaction des droits politiques des Touaregs, tout simplement parce que les Touaregs sont moins de 5% et qu'en démocratie, ceux qui l'emportent sont les plus nombreux. Les sudistes sont 95%, donc politiquement, ils l'emporteront toujours sur les Touaregs. Donc les Touaregs sont les victimes de cette situation politique et ils se révoltent périodiquement. En 2011-2012, ils décident non pas de se révolter pour obtenir davantage de droits sociaux ou politiques, mais pour obtenir l'indépendance. Donc c'est la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. Ça, c'est le premier conflit. Oui. Le second conflit est un conflit qui va éclater plus tard. Plus tard, quand les djihadistes vont être chassés du nord de la région des Ifora, et qui vont tenter de glisser vers le sud. Et là, nous avons un deuxième type de conflit, qui est le conflit qui se déroule dans le Massina, dans le Soum, dans le Liptako, dans la région des trois frontières. Donc il faut bien distinguer les deux conflits. Le premier conflit peut être facilement réglé. Celui qui est à l'origine même de toute la guerre peut être facilement réglé. Il suffirait que les autorités de Bamako décident une bonne fois pour toutes de s'asseoir à la table de négociation avec les Touaregs et qu'ils discutent franchement, sans arrière-pensée, et qu'ils concèdent aux Touaregs des libertés constitutionnelles. Je ne parle pas d'indépendance. L'Azawad indépendant est une vue de l'esprit. Mais disons qu'une large autonomie ou un système fédéral ou confédéral, peu importe, c'est aux Maliens eux-mêmes de régler. Oui. Nous, Français, n'avons pas à nous mêler de cela. Donc l'affaire peut être très facilement réglée avec en plus l'aide de l'Algérie, car l'Algérie doit être impliquée dans ce conflit. Le deuxième conflit est d'une toute autre nature. C'est un conflit qui a lieu dans les régions dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est lié, lui, au problème des relations entre les Peuls et les ethnies sédentaires. Le peuple Peul. Pardon ? La population Peul. Oui, entre une partie de la population Peul, attention. Une partie de la population Peul qui, étant en guerre depuis plus d'un siècle, ou en rivalité, ou en lutte pour l'espace avec les autres populations, la démographie galopante a accéléré le phénomène. Le changement climatique a accéléré le phénomène aussi, les pâturages diminuent, donc les Peuls descendent de plus en plus vers le sud, ils se sédentarisent, donc ils entrent en concurrence avec les sédentaires qui, eux, étaient les agriculteurs. Donc tout ceci est un cocktail qui fait que les djihadistes ont profité du phénomène pour venir aider les Peuls qui ont maille à partir avec les populations locales. Donc c'est un phénomène qui est complètement différent, c'est une toute autre guerre que celle du Nord. Il y a donc deux conflits. D'accord. Mais alors, vous dites que la présence, pour revenir sur la justification de la présence française, vous dites qu'elle est aussi d'ordre géostratégique. Croyez-vous à ceux qui disent que combattre les djihadistes au Mali et dans le Sahel, c'est finalement aussi défendre l'Europe et la France ? Oui, dans la mesure où vous savez, dans l'histoire, l'on sait toujours qu'une position se défend lorsqu'elle a des bastions avancés. Lorsque vous êtes dans le donjon, vous êtes fini, parce qu'il suffit de miner le donjon et le donjon va tomber. Donc, toujours, les positions se défendent par des bastions et des positions avancées. Et il est certain que la présence dans le Sahel empêche des circulations djihadistes, empêche des mouvements migratoires et surtout empêche également la contagion libyenne. Donc il est bien certain que c'est un intérêt tout à fait important. Il y aurait un autre choix qui serait à faire.
repli complet, développement d'une marine considérable, plus importante, et puis blocage de la Méditerranée. Bon, mais ce n'est pas du tout la vocation qu'a la France. La France a une vocation d'ouverture sur les pays d'Afrique du Nord et sur les pays du Maghreb, et non pas une vocation de repli sur un limes qui, de toute façon, n'est jamais contrôlable. Oui, oui, et puis ils ont même visiblement du mal à les contrôler au sein même du territoire français. Donc c'est pour ça que... Ça, c'est dans le problème. Alors là, vous ouvrez une autre question. La question, comment dirais-je, de ce que vient de décider le président Macron, qui a pris une très bonne décision en invitant les chefs d'État des pays du Sahel à venir à Pau le 16 décembre. Pau, qui est la garnison du régiment d'hélicoptères de combat qui a eu des grosses pertes la semaine dernière au Mali. Oui. Et le président Macron, là, devrait normalement mettre les chefs d'État africains face à leurs responsabilités. Il est indécent, insupportable, inacceptable que des soldats français se fassent tuer au Mali pour la défense des Maliens, alors que des dizaines de milliers de jeunes Maliens vivent en France grâce à la protection française, et non seulement ils vivent en France grâce à la protection française, mais en plus ils animent des blogs qui insultent l'armée française et la France. Oui. Moi je suis pour l'expulsion de ceux qui dirigent ces blogs, et pour que les plus virulents de ces blogueurs repartent au Mali et soient enrôlés dans l'armée malienne, pour qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Oui. Parce qu'il n'est pas acceptable de continuer à laisser des soldats français se faire tuer pour des gens qui refusent de se battre. Et alors, vous qui connaissez bien la région, je crois que vous avez vécu au Tchad. Oui, bien sûr. Oui, j'ai vécu un peu partout, oui. Vous savez donc mieux que quiconque que cette zone est très très vaste. Je crois qu'elle est aussi grande que l'Europe. Elle s'étend, si vous voulez, elle s'étend sur une superficie qu'on pourrait comparer de la pointe de la Bretagne jusqu'au-delà de Moscou. Ah oui, c'est quand même considérable. Donc, pour 4500 soldats français, Mais attendez, je parle d'est en ouest. Oui, bien sûr. Il y a la dimension nord-sud. Tout à fait. Donc, c'est aussi vaste, même certainement plus même que l'Europe entière. Et tout ça, comment dirais-je, surveillé, notamment par 4500 Français. Ça vous paraît, vous, techniquement faisable, ça ? Non, c'est impossible. Non, mais le but de l'armée française n'est pas de contrôler la zone, c'est impossible. Pour contrôler la zone, il faudrait la quadriller. Pour la quadriller, il faudrait 200 000 hommes ou 300 000 hommes. Donc c'est absolument impensable. Non, le but de l'armée française est très simple. Empêcher la constitution de zones contrôlées par les djihadistes. Et la présence de l'armée française fait que cela interdit aux djihadistes de prendre le contrôle de zones, de créer des califats, des émirats. L'armée française se déplace, ce qui fait que, si vous voulez, elle est sans arrêt en train de remuer la zone, ce qui fait qu'elle empêche la coagulation. C'est son rôle. Elle empêche l'anarchie générale. Elle empêche la prise de contrôle de territoire. Mais elle ne peut rien faire d'autre. Deuxième point, elle vient en appui des armées africaines qui sont très mal en point, parce qu'à part l'armée tchadienne, une partie de l'armée tchadienne, les autres armées de la zone c'est pour ça que vous dites que l'Algérie aussi a son importance. Fondamentale. Et une des erreurs, c'est que jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir associé l'Algérie d'une manière bien plus étroite. Il faut bien voir que pour le conflit du Nord, attention, je parle toujours des deux guerres, hein. Il faut distinguer la guerre du Burkina Faso, de la région des Trois Frontières, du Choum, Liptako, de la guerre du nord du fleuve Niger. Au nord du fleuve Niger, nous sommes dans la zone Touareg ou Maure, donc l'arrière-cour de l'Algérie. Parce que les populations qui vivent là vivent à cheval sur la frontière et les tribus sont apparentées aux tribus qui vivent au nord en Algérie. Donc l'Algérie a un rôle fondamental dans la région. Et ce rôle doit être absolument reconnu. D'accord. Pouvez-vous nous dire quelle est aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit en préambule, l'armée française est présente depuis 2013, ça fait maintenant 6 ans. L'accueil de la population malienne, même du Sahel, quelle est-elle ? On a entendu dire dans des médias que les gens commençaient à en avoir marre sur place de la présence de casques bleus de l'armée française. Est-ce que c'est vrai ? Oui, tout à fait. Il y a tout un courant d'agitation qui développe la revendication néocolonialiste, etc. Nous parlions tout à l'heure. Bon, c'est pour ça que je pense que le président Macron a eu parfaitement raison de convoquer d'inviter les chefs d'État africains, parce que il faut qu'ils leur disent clairement que oui ou non,
voulez-vous que nous soyons là? Nous ne venons pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir que nous venons faire tuer les meilleurs des fils de France pour la défense des sables du Sahel. Si nous venons, c'est à votre appel. Mais il n'est pas question que nous venions à votre appel, à votre secours, et qu'en même temps il y ait à Bamako et à Ouaga des manifestations quasiment toutes les semaines qui conspuent l'armée française. Alors, vous êtes clair, oui ou non? Si vous voulez de nous, nous vous aidons. Si vous voulez pas, nous partons. Nous partons. Nous n'avons rien à gagner sur place. Et vous débrouillerez avec les Touaregs, avec les Peuls et avec les djihadistes. Bah, alors, bon, excusez-moi, sans doute allez-vous éclairer ma lanterne, mais avec tout ce que vous dites, Monsieur Lugan, moi j'ai quand même vraiment du mal, et je pense que les auditeurs aussi, à comprendre la présence de l'armée française. Vous dites que c'est pour des raisons amicales, visiblement. Vous dites qu'on leur donne beaucoup d'argent, des milliards. Je pense que ça ne nous rapporte rien, à part la perte, comme vous l'avez dit, de nos meilleurs fils. Vous voyez-vous vraiment une réelle raison positive et justifiable? Oui, mais bien sûr, c'est une raison stratégique fondamentale. Car si c'est juste le combat du djihadisme, c'est ça. Allô? Pardon, excusez-moi. C'est pour le combat du djihadisme, selon vous? Attendez, si jamais la bande sahélienne était hors contrôle, ce serait la Côte d'Ivoire qui serait emportée. Ce seraient les pays du littoral qui seraient emportés. Donc l'anarchie serait partout. L'armée française, là, il est la garante de la stabilité de cette partie de l'Afrique. Et ce qu'il y a de lamentable, c'est que les pays européens ne se rendent pas compte que c'est en fait l'arrière-cour. Bamako est à quelques heures d'avion de Paris. Nous ne sommes plus à l'époque de la colonie où il fallait des semaines de bateaux et ensuite des caravanes pour arriver dans le cœur du Sahel. Là, en quelques heures, nous passons de l'Europe au cœur du Sahel. Donc, avec le rétrécissement de l'espace et avec cette concentration qu'on appelle la mondialisation ou autre, les phénomènes sont complètement interactifs et interopérants. D'accord. Non, mais si vous voulez, soyons clairs. Oui. Entre le fantasme et la réalité, il faut bien voir les choses. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique de complotisme ou autre. Non, il n'y a pas d'intérêt. La France n'a pas d'intérêt caché au Sahel. C'est très clair. Nous n'avons que des coups à prendre. Bien, c'est réjouissant. D'accord. Mais alors, donc selon vous, si j'ai bien compris, le moyen de pacifier donc cette région et de mettre un terme à tout cela, donc c'est une coopération plus importante avec les autorités et la population locale. C'est la condition sine qua non. Le moyen de mettre un terme à la guerre, c'est l'abandon de la démocratie. Bon, c'est l'abandon du système individualiste d'un homme, une voix. Parce que nous sommes dans des pays multi-ethniques. Dans ces pays multi-ethniques, les ethnies n'ont pas la même importance démographique. Il y a des ethnies qui sont plus nombreuses que d'autres. Or, en Afrique, le vote est ethnique, et à partir de ce moment-là, le vote n'est qu'un sondage ethnique grandeur nature. Ce qui fait que, imaginons que demain, il n'y ait plus de djihadistes. Imaginons que demain, les katibas djihadistes soient éliminés. Imaginons que dans la région du Liptako, Soum, Gourma, le mouvement djihadiste Peul soit éliminé. Eh bien, ça ne changerait absolument rien. Car il y aurait toujours la question Touareg, il y aurait toujours la question Peul. Les Touaregs sont 5%, ils seront toujours dominés par les 95% de gens qui ne sont pas Touaregs. Donc, la seule solution, c'est de trouver un système politique, mais ça ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux Africains de le faire, qui permettent de garantir un minimum de droits politiques et d'existence politique aux groupes minoritaires. Or, nous sommes en Afrique dans des mondes communautaires et nous avons plaqué sur l'Afrique une idéologie individualiste qui est l'idéologie du one man, one vote et des droits de l'homme. Donc ça ne peut pas marcher. Le règlement du problème se trouve dans la redéfinition constitutionnelle des systèmes politiques africains. D'accord. Quel avenir voyez-vous à cette région, Monsieur Lugan ? Ah bien, si la démographie n'est pas contrôlée, je vois l'apocalypse. Parce que lorsque... Et l'apocalypse pour l'Europe aussi, peut-être ? L'apocalypse, d'abord pour l'Afrique. Bien sûr, bien sûr.
D'abord, les migrations vont se faire régionalement et également pour l'Europe. Mais déjà, l'apocalypse. Vous pensez qu'un pays comme le Niger, le Mali n'est pas un pays complètement aride. Hein. Le sud du Mali est une zone fertile, hein. Tandis qu'au Niger, la situation est différente. Hein. Et dans un pays comme le Niger, où la bande agricole est excessivement étroite, nous avons une multiplication de la population qui fait que nous allons nous retrouver avec des millions d'habitants. Le Sahel va bientôt, la partie du Sahel ouest, hein, entre le lac Tchad et l'Atlantique, va bientôt avoir plus de 150 millions d'habitants. Ce qui fait que là, nous sommes véritablement face au grand défi. Alors, dans ce grand défi, nous allons avoir l'accentuation de tous les conflits dont je vais parler tout à l'heure, avec lutte pour le sol, lutte pour l'espace, lutte pour les pâturages, lutte pour l'eau, etc. Sans parler de la pression sur l'environnement, le biotope qui est détruit, les arbres qui sont brûlés pour faire du charbon de bois, les 3/4 des cuissons alimentaires dans cette zone sont faites au charbon de bois. Donc nous avons, si vous voulez, une mort progressive du milieu, et tout ceci va déboucher sur l'apocalypse, c'est bien certain. Donc il y a des urgences à prendre, des urgences démographiques. Mais personne ne les prend, ces urgences démographiques. Ce sont aux autorités locales de les prendre. Pardon ? Ce sont certainement aux autorités locales de les prendre. Oui, mais elles ne le feront pas, bien sûr. Cause du poids de la religion. Bien sûr. Le poids de la religion est tel qu'elle ne peut pas le faire. Le chef d'État de ces régions qui parlerait de contrôle des naissances finirait pendu. Bon, donc, c'est pas de la peine. Donc, la situation est excessivement grave. Alors, ensuite, le deuxième problème. Oui. Il faudrait cesser, une fois pour toutes, d'imposer à l'Afrique les modes philosophiques et idéologiques nés dans ce monde individualiste qu'est le monde occidental. Les indépendances ont eu lieu il y aura bientôt plus de 70 ans. Il est temps que les Africains se décolonisent mentalement. Et ne soient pas sans arrêt à la remorque des idéologies démocratiques, droits de l'homme, développement, etc. Tout ceci, c'est du baratin qui est fait pour les pays nantis du Nord, mais pas pour l'Afrique. L'Afrique a son propre génie, l'Afrique a ses propres modes de fonctionnement, l'Afrique a ses propres traditions. Et il est temps que les Africains se décolonisent et n'attendent pas tout des Européens. Et concernant les djihadistes, qui eux aussi, je suppose, évidemment... ajoute encore autant de malheurs et de comment dirais-je de problèmes à tout cela. Le djihadisme, vous pensez qu'il va reculer, qu'il va disparaître, ou il est en expansion actuellement? Moi, j'ai une analyse un peu particulière. Moi, je ne me focalise pas sur le djihadisme. D'accord. Moi, je considère que le djihadisme n'est que la surinfection de plaies ethniques. Ça profite. Il y a des problèmes qui sont antérieurs et qui sont les mêmes depuis des siècles. Et il se trouve que sur ces problèmes viennent de se greffer des djihadistes. Mais je vous ai dit tout à l'heure que même si le djihadisme était supprimé, imaginons que par un coup de baguette magique, Barkhane réussisse à éliminer complètement les djihadistes. Mais ça ne réglerait pas les problèmes de fond. Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Le problème des relations entre les populations qui sont majoritaires et minoritaires continuerait à se poser. Donc le problème n'est pas tellement le problème du djihadisme. Le djihadisme est la surinfection de plaies ou de problèmes qui sont largement antérieurs, qui sont des problèmes qui sont d'ordre politique, d'ordre sociologique, d'ordre culturel, d'ordre religieux, mais qui dépassent le djihadisme. Oui, finalement, c'est... un schéma qui est vieux comme depuis que la guerre existe, où finalement des populations locales profitent des tensions et donc de certaines guerres, de certains conflits pour remettre au goût du jour leurs revendications. Oui, au gré des alliances. C'est un problème que j'ai longuement étudié en Afrique et que j'ai largement étudié dans mon livre là, que je viens d'écrire, Les guerres du Sahel, les origines à nos jours. En fait, c'est un problème qui remonte au néolithique. Avec l'assèchement progressif du Sahara et l'assèchement progressif du Sahel. Et dans ce phénomène qui est millénaire, nous voyons les populations qui étaient pastorales, qui vivaient dans le nord, qui sont descendues de plus en plus vers le sud.
jusqu'au moment elles ont buté sur le fleuve Niger, sur le fleuve Sénégal, sur le lac Tchad, etc. Et là, c'est créé une sorte de front, qui est un front à la fois géographique, économique et racial, ethno-racial, et c'est le long de ce front, que l'on va appeler le Sahel, que se déroulent les affrontements actuels. Dans ces affrontements actuels, un phénomène est mis en évidence, le djihadisme, qui est un phénomène tout à fait contemporain, tout à fait actuel, qui a 10 ans d'existence, pas plus. Alors que la confrontation entre les nomades nordistes, pasteurs, et les agriculteurs sudistes sédentaires est une opposition qui remonte au néolithique, c'est-à-dire depuis plusieurs milliers d'années. Voilà. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Et le djihadisme, je le répète, n'est que la surinfection ou l'apparition de la fièvre, ou les boutons qui illustrent la maladie, mais ce n'est pas la cause de la maladie. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense que, à moins que vous ayez un mot de conclusion, un point sur lequel vous souhaitiez appuyer, Non. Monsieur Lugan, je pense qu'on a fait le tour donc, de la question. J'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs votre ouvrage « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours hein, », édité par l'Afrique réelle, que vous retrouverez sur le blog officiel de Bernard Lugan, le blog de l'Afrique réelle. Alors oui, justement dans ce livre, oui. Justement ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer que moi je n'ai pas une approche journalistique, hein, je n'ai pas une approche collée à l'immédiat. J'ai voulu montrer que la conflictualité africaine dans la zone sahélienne d'aujourd'hui se déroule dans la longue durée et que ce n'est pas nouveau. Alors évidemment, ce sont des conflits qui vont avoir des formes nouvelles, mais ce ne sont que des résurgences de conflits anciens. Très bien. Voilà. Quelle est votre actualité, Monsieur Lugan? Avez-vous une actualité littéraire? Il y a bien sûr votre magazine, l'Afrique réelle, que vous pouvez peut-être, si vous souhaitez, présenter en quelques mots. Oui, oui, l'Afrique réelle, qui est une revue que j'avais publiée pendant 10 ans sous forme papier, que j'avais interrompue et que j'ai relancée maintenant, ça fait la 11e année, par Internet. Donc c'est une revue par Internet qui est publiée tous les mois, où je donne mon interprétation, mon analyse de l'actualité africaine. Et je pense que vos auditeurs ont compris à travers ce que j'ai dit que j'ai une approche un peu particulière de l'actualité africaine. Oui, mais nos auditeurs vous connaissent bien et vous apprécient beaucoup, Monsieur Lugan. Écoutez, merci. Ils pourront donc retrouver cette revue tout simplement en tapant sur Internet. Voilà. Il suffit de taper Bernard Lugan, blog officiel de Bernard Lugan, l'Afrique réelle. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci Monsieur Lugan d'avoir répondu à l'invitation de Méridien Zéro et puis je vous dis à très bientôt. Vous serez toujours les bienvenus à cette antenne. Eh bien, vous saluez vos auditeurs. Merci. Au revoir, merci. Bien voilà, chers auditeurs, j'espère que tous ces points d'éclaircissement vous ont aidé à mieux comprendre la situation en Afrique et au Sahel.